mois, nouveau départ. Février nous ouvre ses bras avec de nouvelles opportunités. Et nous vous retrouvons toujours avec le même plaisir. Bonjour et bienvenue à tous. Saviez-vous comment faire pour obtenir désormais votre casier judiciaire? L'opération est rendue facile en ligne sur la plateforme du service public. Quelle est la procédure à suivre? On en parle avec Adonis. Adonis, bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, bonjour chers téléspectateurs. Bonjour Mylène. La pleine forme. Ça va. Février, tu es prêt pour le rouge déjà de la Saint-Valentin? Je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui. C'est une fête que tu célèbres ou non? Est-ce qu'on a besoin d'un jour spécifique pour célébrer l'amour? Non, mais un jour officiel. Non, pas besoin. Quand ça devient un jour officiel, c'est que ça devient alors une fête commerciale. C'est ton avis? Voilà. Alors, quelle est la procédure à suivre pour pouvoir obtenir son casier judiciaire? Eh bien oui, depuis l'avènement du portail national du service public.bj, demander l'extrait B3 de son casier judiciaire devient plus facile. À travers cet événement, nous vous démontrons la procédure à suivre pour, depuis chez vous, lancer la demande de votre extrait de casier judiciaire et la recevoir dans votre boîte mail, suivant les normes. Faire une demande de casier judiciaire, on n'a pas besoin de s'authentifier. On peut faire la demande directement. Donc, on ouvre le service, casier judiciaire, donc on a la durée estimée. On a le montant, le coût du service, on a l'institution en charge, l'institution compétente, la localisation. Ensuite, on clique sur le bouton faire la demande. Et là, on a un formulaire. Donc, sur ce formulaire, on doit remplir différentes informations. Donc, on renseigne ces informations, on a un complément d'information et un récapitulatif de la demande. Et après ça, lorsqu'on fait soumettre, au niveau du récapitulatif de la demande, on est envoyé vers l'agrégateur de paiement pour faire le paiement. Le délai de validité a changé. Avant, c'était de 3 mois. Non, le délai de validité est toujours le même, c'est toujours 3 mois pour un casier judiciaire. Toujours les mêmes pièces à fournir. Pour les pièces à fournir, c'est toujours l'extrait d'acte de naissance légalisé ou un acte de naissance sécurisé et livrable auprès de l'ANIF. Et le coût, il est de combien? Le coût, depuis toujours, il est de 1900, mais avec les frais pour la transaction digitale, vous pouvez avoisiner 2000. D'accord. On a la possibilité de faire plusieurs demandes à la fois? Non, on ne peut pas faire plusieurs demandes à la fois. En fait, à chaque demande, elle est individuelle. Et il faut spécifier ici que pour demander votre casier judiciaire, vous n'avez pas forcément besoin, vous avez forcément besoin plutôt on l'avait dit la dernière fois, de vous authentifier afin d'avoir votre casier judiciaire. Donc pour faire la demande, comme je l'avais dit tout à l'heure, il faut un extrait d'acte de naissance légalisé ou sécurisé et préciser les informations nécessaires telles que l'adresse de votre domicile, la profession, le nombre d'enfants à charge et la situation matrimoniale. Mais dans le cas où vous êtes un Béninois né à l'étranger, en plus de cette pièce, vous devez ajouter le certificat de nationalité béninoise. Et si vous êtes des étrangers, vous devez avoir ajouté le certificat de nationalité ou votre passeport, la preuve de votre séjour au Bénin. C'est à peu près les différentes informations complémentaires qu'on peut ajouter sur cette vidéo. Et on a la réponse en combien de temps? 72 heures. 72 heures. Vous avez votre casier judiciaire 72 heures après votre demande, sauf si, on l'a dit précédemment, il y a beaucoup de demandes en instance. Je peux prendre l'exemple des élections présidentielles qui approchent. Donc, s'il y a une forte demande, ça peut prendre plus de 72 heures. 72 heures, ça peut prendre 4 à 5 jours. 4 à 5 jours. Maintenant, au-delà, après ces 5 jours, si vous n'avez pas eu de réponse, il faudrait contacter les numéros, aller vous rendre sur le site service public et écrire à servicepublic@gouv.bj pour pouvoir poser pour la réclamation. Ça, on l'a fait il y a quelques jours Oui. déjà.
Merci à toi. C'est nous. Alors, on va cultiver du persil. Tu connais le persil, certainement? Oui. C'est le légume le plus utilisé, le plus consommé au Bénin et, si possible, Surtout dans les riz dans au le gras. monde. Dans les riz, Au gras. tu le mets dans du riz gras. Riz au gras, oui. Tu fais des smoothies avec. Tu t'essayes, tu aimes ça? J'aime bien. Quand vous mettez un peu de certains légumes dans d'autres, mais ça change un peu le goût, ça relève le goût et bonjour les calories gustatives. Il est bien consommé, mais quand même un peu difficile à cultiver. Et Assel, ce midi, partage avec nous quelques astuces. Au petit matin de ce mercredi, Valère, comme à l'accoutumée, se rend dans sa ferme. Une ferme dans laquelle il cultive plusieurs fruits et légumes. Des cultures qui nécessitent différentes techniques. Le persil par exemple. Mais comment réaliser la pépinière de cette plante potagère aromatique que les Béninois raffolent? Cette plante, le persil, fait partie des légumes feuilles les plus consommés aujourd'hui pour ses propriétés aromatiques, culinaires et médicinales. La réalisation de la pépinière du persil est légèrement différente de la réalisation de la pépinière de Beaumont ou bien de la Marante. Alors d'abord, les graines de persil, il faut les verser dans du sable et mélanger. Ce qui est déjà fait. À la maison, lorsque vous allez acheter les semences ou bien les graines de persil dans les boutiques agréées, par exemple comme à Benin Flowers Revolution chez moi, vous rentrez chez vous, vous allez déchirer le sachet, vous allez verser dans le sable, vous allez mélanger le tout. D'accord? Vous mélangez le tout, maintenant vous allez saupoudrer le tout sur la planche. Cette planche a déjà été labourée, nivelée, entretenue, meuble, aéré, drainant et riche. On a déjà pré-incorporé de la viande de volaille décomposée. Légumes au parfum unique, le persil a bien une spécificité. Alors, après cette opération, je prends maintenant mes semences de persil que je vais disperser à la volée. D'accord? Comme si je suis en train d'assaisonner une sauce imaginaire. Vous comprenez? Comme si je suis en train d'assaisonner une sauce imaginaire. Voilà. J'ai terminé cette opération. Alors, il faut noter qu'il est hyper important de ne pas réaliser la pépinière du persil au rayon du soleil. La pépinière du persil est réalisée très souvent à l'ombre. Le persil ne tolère pas trop de chaleur. Vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas les dispositifs de professionnels comme nous pour protéger vos planches, vous allez réaliser cette pépinière-là sous un arbre. Après avoir réalisé cette pépinière, vous allez prendre maintenant de la biomasse sèche. La biomasse sèche, ce n'est rien d'autre que les mauvaises herbes que vous avez fauchées dans le champ. D'accord? Donc vous prenez cette biomasse sèche là pour pailler toute la planche. D'accord? Pour pailler toute la planche. Avec la biomasse sèche, vous allez pailler toute la planche et le geste magique après semis, il faut venir arroser. Après arrosage, combien de temps faut-il donc pour obtenir un pied de persil? Alors, il faut noter que après semis des graines de persil, il faut observer entre 1 mois et 1 mois et demi pour avoir vraiment des plants qui sont vigoureux pour le repiquage. La germination a lieu après 2 semaines. Généralement chez le persil, la germination a lieu après 2 semaines. Et il faut observer après semis de ce jour-là, 1 mois et demi pour aller les repiquer au champ. 2 semaines suffisent pour que cette plante aromatique sorte de terre. Quel est alors le comportement des pieds de persil en grand champ? Alors ici, ce n'est pas un pied de persil, c'est une mauvaise herbe que je vais arracher. On les appelle les adventices. D'accord? Les adventices, je vais les arracher. Ici, c'est un pied de persil. D'accord? Ce plant a déjà 1 mois et demi. Donc, il est prêt pour la récolte. Lorsque une cliente X m'approche pour demander mes feuilles de persil, je viens, je coupe comme ça. Je coupe, je coupe, je coupe. Voilà. Et je mets en tas. D'accord? Je crois que c'est ce que vous achetez au marché également. Voilà. On met en tas comme ça. Et on attache. Voilà.
Voilà. Comme ça peut coûter combien? Parce que ça coûte énormément cher. Oui, ça coûte énormément cher. Une petite quantité, on peut vendre ça à 500, qu'on peut vendre à 1000 francs. Vous voyez ici, le nombre de chiffres d'affaires qu'on peut faire avec cette planche, c'est énorme. Vous voyez, c'est des choses qui vraiment demandent beaucoup de travail, beaucoup d'amour. Et lorsque vous arrivez à réaliser, vous pouvez gagner dignement votre vie avec cette activité du maraîchage. C'est quand même très intéressant hein, quand tu fais un mélange de feuilles de céleri et de persil en smoothie que tu prends le matin très tôt déjà à la descente du lit. C'est plein de vertus et ça revigore. Hermande, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment vas-tu? Ça va, je sens que le décor, le rendez-vous de midi a pris... La couleur du mois de février. La couleur du mois de février, c'est sous les feux de l'amour. Ouais, ça rayonne, ça. C'est du rouge, on aime ça. On va célébrer l'amour. Ah bah pourquoi pas, c'est intéressant. Alors les persils, tu en consommes? Oui, pourquoi pas, c'est un très bon légume, Oui. évidemment. Donc généralement, pour moi, enfin pour ce que je vois, ça tient plus de la décoration que, que d'autres choses. Vous voyez, quand on vous présente le repas, on essaie de saupoudrer un peu quelques feuilles de persil sur la nourriture. Si c'est de la viande, si c'est du poisson, on essaie de saupoudrer quelque peu. Et lorsque vous prenez le goût, donc mélangé au goût onctueux de ce que vous prenez, voilà, la saveur onctueuse de ce que vous prenez, ça vous donne un mélange assez intéressant sous vos pupilles. Là, ce qu'il paraît, c'est un excellent coupe-faim, Adonis. Tu dirais prends en pas. journée ou le matin, tu n'as plus faim tout au long de la journée, surtout pour ceux qui suivent un certain régime alimentaire. Il y aura toujours le régime de la personne, mais pour moi, je pense que un couple faim, je ne pourrais pas dire oui, je ne pourrais pas dire non. Tu n'as jamais essayé? Non. Parce que je ne suis pas trop branché Légumes. Ça dépend juste des légumes. Tu es plus, tu vas avec Hermande, c'est plus pour la déco. Plus de déco. Mais bon, il y a certaines façons, comme vous avez ajouté sur les infusions, ça relève un peu aussi le goût et l'odorat. Forcément, nos papilles gustatives sont sollicitées chaque fois que nous mettons ce légume-là dans la bouche. Maintenant, après, c'est vrai, ça a des vertus. Ça aurait des vertus, mais bon. De toute façon, ça relève plus pour moi de la déco qu'autre chose. On dit merci à Celle. Ouais, pourquoi pas. Alors, notre référence d'aujourd'hui a opté pour le naturel. Elle fabrique des produits naturels dont la composition est respectueuse de la peau et de la valorisation du teint et des cheveux naturels. À la base, j'ai reçu une formation en diplomatie, relations internationales. Et après, j'ai fait en faculté de droit, sciences politiques, relations internationales. Donc, je voulais être un ambassadeur dans un autre pays. Bon, je voulais travailler aux affaires étrangères. Donc, c'était beaucoup plus ça que j'avais envie de faire. Mais après, ma passion a pris le dessus. Et du coup, je fais des produits pour la peau et les cheveux depuis près de 10 ans maintenant. Ça a été facile pour moi, mais pas facile pour ma mère, parce qu'elle voulait forcément que je fasse ce que j'avais appris. Mais moi, ça a été beaucoup plus facile pour moi parce que quand je travaillais, je faisais à côté les produits. Donc, les clientes qui prenaient les produits en ce moment, elles voulaient encore plus. C'est-à-dire qu'elles voulaient me voir, elles voulaient me rencontrer, que je leur explique les produits, que je leur fasse des traitements directement moi-même. Donc, les week-ends, j'essayais de les prendre quand j'avais le temps pour leur faire le soin. Du coup, la transition a été très facile pour moi. Je crois que je n'étais pas trop faite pour travailler derrière un bureau et ne pas être en contact avec les gens. Même si c'est difficile,
ça me permet de mieux m'épanouir parce que l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça ne va pas. Il y a des fois où tu te lèves et puis tout va bien ce mois et le mois prochain, ça ne va pas. Donc, c'est un peu pour vous dire que quand tu n'as pas la passion derrière ce que tu fais, à un moment, ça te fatigue et tu laisses tomber. Donc, moi, comme c'est la passion qui me guide le plus, même si parfois je suis fatiguée, je suis exténuée, j'aime ce que je fais. Si vous avez la passion, il y a de gros avantages derrière. Mais si vous devez entreprendre juste parce que vous voulez obtenir un gain ou avoir de l'argent facilement, vous ne pourrez pas. L'entrepreneuriat, c'est aussi chercher à mieux faire tous les jours, un peu plus. Et ne pas se mettre en concurrence avec quelqu'un. Que c'est pour aider les femmes à mieux valoriser leurs cheveux parce que j'ai pas de problème avec celles qui se défrisent, mais juste qu'il y a un problème de santé derrière. Si vous avez des cheveux naturels et que vous dépigmentez la peau, il y a un contraste. Donc, c'est mieux d'avoir une belle peau, d'avoir de beaux cheveux naturels. Ça valorise encore le côté africain de la femme. Quand vous devez aussi avoir de beaux cheveux, il faut un tout. Il faut faire du sport, il faut s'hydrater correctement. Ça fait qu'à la longue, au bout de 40 ans, 50 ans, 60 ans même, on se retrouve à avoir une belle peau, un beau corps. Non, moi c'est vrai que j'avais la chance que ma mère elle avait un peu de karité à la maison que j'essayais de prendre pour pouvoir commencer mes crèmes au début et petit à petit j'ai commencé par prendre les revenus des crèmes vendues pour pouvoir acheter des trucs, mais non, pas du tout. Il faut avoir un petit fond pour pouvoir commencer. Il faut croire en Dieu. Ce n'est que Dieu qui inspire une passion aux gens. Mais soi-même, on ne se lève pas pour dire « Ah, telle chose me passionne ». Mais on sent au plus profond de soi qu'il y a un truc qui me passionne. Donc, c'est quand tu te mets à l'œuvre avec le temps, Dieu commence par bénir tout doucement. Et puis voilà, ça prend. Elle s'est laissée emporter par sa passion, par ce qu'elle a toujours voulu faire malgré ses diplômes. Hermon. Oui, évidemment, elle est allée dans le sens que lui a indiqué Dieu. En tout cas, si on s'en tient. C'est Dieu qui l'inspire. Si on s'en tient donc à ce qu'elle dit, elle s'est laissée inspirer par Dieu. D'aucuns peuvent appeler ça l'intuition, d'autres peuvent appeler ça le sixième sens, d'autres également peuvent appeler ça l'imagination. Bref, chacun trouve le mot qui lui convient, l'expression qui lui convient pour désigner d'où vient sa passion, d'où lui est venue cette idée d'entreprendre. En tout cas, pour elle, elle est en train de réussir en ce qui la concerne évidemment dans le domaine qu'elle a choisi, qui est bien évidemment tout ce qui est cheveux, tout ce qui est soins corporels et tout ce qui va avec. Malgré le fait qu'elle a des diplômes en diplomatie et relations internationales, elle se retrouve à manier des cheveux, elle se retrouve à traiter la peau. Je ne vais pas dire que c'est entièrement... c'est deux domaines qui n'ont rien à voir en commun. Évidemment, vous parlez de diplomatie et relations internationales, c'est que votre place est dans les ambassades, c'est dans les ministères des Affaires étrangères, c'est dans tout ce qui est représentation diplomatique, c'est tout ce qui est organisation internationale, ONU, c'est tout ce qui est ONG à caractère humanitaire et qui se retrouve dans plusieurs pays. Bref, c'est que vous devrez bourlinguer un peu partout dans le monde, c'est que vous devriez être à cheval entre, je ne vais pas parler de deux avions, mais deux véhicules quand même pour être en train de négocier, en train de faire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que cela fait appel à la mobilité. Mais aujourd'hui, elle est statique. Elle a sa structure, elle traite les cheveux et donc c'est son choix. C'est ce qui l'a passionné par la suite, où elle s'est rendue compte que c'est ce qui la passionne. Et bien, on va lui souhaiter bonne chance, on va lui souhaiter du courage, puisque
entreprendre, c'est avoir le courage, et derrière ce courage, il faut y mettre évidemment de l'organisation, de la détermination, de la volonté. Et là, déjà, le courage d'entreprendre, eh bien, voilà, on va lui souhaiter bonne chance et que puisqu'elle est croyante et que les bénédictions l'accompagnent. Je pense que c'est quand même bien trouvé puisque nous sommes à l'heure de la valorisation de tout ce qui nous est propre. On en a vu beaucoup qui reviennent à la source, à la valorisation des cheveux, à la valorisation des cheveux naturels, à la valorisation du teint qui nous est propre, Adonis. Oui, je retiens de cet élément deux choses. Emmanuel l'a déjà soulevé, c'est d'abord l'inspiration qui lui est venue et aussi le mot passion. Elle a dit, quand vous n'avez pas la passion de faire quelque chose, au bout du temps, vous abandonnez. Donc, sa passion, c'est de traiter les cheveux en naturel. Et la peau peau aussi en naturel. Donc, c'est déjà un grand pas qu'elle a fait de la diplomatie pour venir au niveau de ce nouveau secteur d'entrepreneuriat. Je dirais juste du courage, dans un premier sens, et avoir la façon dont elle met du cœur pour faire son œuvre. Je pense juste que les femmes pourront bien apprécier, parce que c'est rare de voir les hommes aller se caresser et autres. Les hommes, vous allez quand même aussi parfois prendre soin de vos cheveux, hein, pourquoi pas. Enfin, bon, Oui, en tout cas, vous... même s'il faut les raser après. Bon, de toute façon, vous le verrez tout à l'heure. On va démentir ce que dit Adonis, parce qu'il y en a qui véritablement prennent soin de leurs cheveux. Mais ce que je voulais dire, c'est que, voilà, tu l'as demandé à Adonis, c'est un vrai retour aux sources aujourd'hui qu'on est en train d'observer. Il y a cette tendance qu'on a appelée NAPI, ce mouvement qui est né, enfin... Quand je dis mouvement, pas au sens formel où voilà, il y a un manifeste tout et tout qui guide, on va appeler quoi, le napisme, ou non, pas du tout, mais c'est qu'il y a cette tendance aujourd'hui des jeunes femmes à garder leurs cheveux naturels, à les traiter avec des huiles essentielles, évidemment, qui proviennent des éléments naturels et qui donnent une certaine identité africaine, qui revendiquent une certaine identité. Donc, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui ne mettent plus de défrisants dans leurs cheveux. Elles préfèrent garder leurs cheveux naturels, quitte à donc valoriser cette coiffure-là qui nous est identitaire. Et récemment d'ailleurs, il y a eu cette polémique où une firme étrangère, une firme internationale, a comparé les cheveux afro et les cheveux, on va dire, des occidentaux, et a voulu faire passer le message selon lequel, évidemment, les cheveux afro n'étaient pas de bonne qualité. En fait, pour la pub, ça a choqué beaucoup de personnes, ça a choqué des vedettes, et justement, cette firme-là a retiré le produit qu'elle veut commercialiser, a retiré le produit des rayons et a suspendu la publicité. Et donc aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'observer ce vrai mouvement, de plus en plus les gens qui s'intéressent à cela. Et c'est à juste titre, évidemment, qu'elle va trouver des personnes, forcément, des jeunes dames, des jeunes filles qui sont adeptes de cette philosophie, qui sont adeptes de cette identité africaine que constituent nos cheveux afro. Et donc, forcément, elles vont se ruer vers elles pour pouvoir avoir gain de cause, parce que traiter des cheveux nappies, ce n'est pas la chose la plus aisée au monde. Il faut mettre des huiles essentielles. Il faut carrément un budget pour ça. Il faut carrément un budget pour ça. Oui, enfin, pas un budget forcément colossal, parce que on vous dira que voilà, nous avons des produits à côté de chez nous qui peuvent faire l'affaire, le beurre de karité par exemple, des huiles essentielles par exemple, l'huile de coco par exemple, l'huile d'olive par exemple. En tout cas, il y a de ces astuces-là qui vous permettent d'entretenir vos cheveux, même si, tout comme l'entrepreneuriat, ça demande également de la détermination. Si vous n'êtes pas déterminé à garder vos cheveux afro, au bout de 2-3 mouvements, vous allez abandonner, laisser tomber. Surtout parfois, à des moments donnés, quand vous avez envie de les peigner, ça vous fait tellement mal. J'en ai déjà vu qui ont quasiment pleuré et qui veulent déjà renoncer. Alors, on souhaite du courage à notre référence du jour. Et elle l'a dit, l'entrepreneuriat n'est pas un domaine si facile. Et pour ce, nous avons notre coach, Massime Victor, qui nous propose toute une liste plutôt de conseils à suivre. On en est à la 8e stratégie. Le point 8, entoure-toi de personnes stratégiques. Lorsque je parle de personnes stratégiques, ce sont des gens de manière technique, de manière stratégique, qui te donneront des conseils pour sortir de tes moments difficiles. Tu n'as pas besoin de personnes qui t'écoutent en train de te plaindre, ça va mal, ça va t'apporter absolument rien. Donc, la première personne que je te conseille, il te faut un coach.
un coach d'expérience, une personne qui est passée par ces périodes afin de te donner les bonnes façons de faire. J'aime prendre l'exemple des couples mariés. Lorsqu'un couple marié passe à travers une période hivernale, est-ce que tu crois qu'ils vont aller prendre les conseils d'un célibataire? Qu'est-ce que le célibataire va leur dire? Ah, lâche-le, lâche-la, tu perds ton temps. C'est le même aussi en tant qu'entrepreneur. Va pas écouter ton cousin, ton meilleur ami ou même ta mère. Ils sont pas entrepreneurs, c'est des employés. Ils vont simplement te dire, regarde, c'est correct, tu as essayé, maintenant on va te trouver un emploi. Fais attention à qui est-ce que tu prends tes conseils. Tu dois prendre les conseils d'un entrepreneur, une personne qui est passée par là, une personne qui a réussi en a. Et la deuxième personne que tu devrais avoir à tes côtés, c'est une personne aussi qui est en affaires comme toi, qui a débuté au même moment que toi. Vous êtes au même niveau, que vous pouvez échanger de manière régulière. Ça fait du bien. Ne garde pas ça en toi parce que sinon ça risque d'exploser. Il faut que tu sors cela. Parle à ces personnes-là. C'est bien aussi les masterminds. Hein? Un petit groupe de personnes qui se rencontrent. 4, 5, 6 personnes qui se rencontrent mensuellement. D'ailleurs, je te dirais de ne pas rentrer dans n'importe quel mastermind. Moi, j'en ai vu que c'était des groupes bizarres. Hein? Voici 2 critères à tenir compte. Le premier, l'énergie qui est dégagée, une bonne énergie positive. Et le deuxième, il faut que ces gens soient axés sur le futur, soient axés sur des stratégies, soient axés sur des techniques qui te permettront d'avancer vers l'avenir. Non pas un petit groupe de personnes qui parlent du passé. Comment ça va mal? On est des victimes. Tu n'as pas le temps pour ça. Allez, entoure-toi de personnes stratégiques qui te permettront de te propulser. On a souvent dit, on ne cessera de le répéter, il faut savoir de qui s'entourer, il faut savoir avec qui parler, auprès de qui prendre des conseils. Forcément, vous savez, comme on le dit toujours, on ne va pas recréer la roue elle existe déjà. Et donc, on ne fait que l'améliorer, cette roue-là. Donc, si vous entreprenez dans un domaine donné et que vous avez besoin de conseils à des moments donnés, vous n'allez pas demander des conseils à celui qui n'a jamais rien entrepris. Vous allez toujours demander des conseils à celui qui a déjà entrepris dans votre domaine et qui a réussi surtout. Ou carrément, vous allez lire son histoire pour voir comment est-ce qu'il a fait. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a toujours ces zones de turbulence, ces moments de moins bien que vous traversez et qui parfois remettent en doute vos compétences, enfin vous doutez parfois de vos compétences à traverser cette zone d'ombre. Et donc il faut un coach, il faut quelqu'un. Et ce coach, c'est pas un uluberlu qui sort de nulle part pour vous berner ou quelqu'un qui viendra vous donner une recette magique ou une poudre de perlimpinpin, pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui a déjà entrepris, quelqu'un qui a déjà une expérience certaine dans ce que vous faites, même si ce n'est pas le même domaine, mais dans l'entrepreneuriat, dans le monde de l'entrepreneuriat, qui a déjà un certain vécu, qui peut partager son expérience avec vous. Imaginez par exemple, vous prenez un jeune qui a une ferme et qui élève tout ce qui est bovin, tout ce qui est porcin. À un moment donné, il se rend compte que malgré les techniques qu'on lui a apprises, en agronomie, tout ça, il se rend compte que ces bêtes, du jour au lendemain, commencent par perdre la vie. Et ce n'est pas la peste, ce n'est pas non plus... on va dire une sorte de, comment appelle-t-on, ce n'est pas... Une maladie commune de tout le monde. Oui, ce n'est pas une maladie, justement. Il commence par se poser des questions, il commence par paniquer. Il ne sait pas comment il va faire. Il n'ira pas appeler son voisin d'à côté pour dire, mais écoute, mes bêtes sont en train de mourir. Il ira voir un vétérinaire, il ira voir quelqu'un qui a déjà une ferme et qui a déjà réalisé des performances à grande échelle pour dire mais je ne comprends pas, et ensemble ils vont essayer de trouver des solutions. Comme il a dit, lorsque vous êtes marié et que votre couple a des problèmes, on n'allait pas demander conseil à un célibataire parce que le célibataire, qu'est-ce que lui sait du mariage? Aucune notion. Donc on ne fait que demander des conseils à celui qui a déjà une expérience certaine et avérée dans le domaine. Mais est-ce qu'il faut forcément traverser une situation donnée avant de pouvoir donner des conseils dans ce domaine à quelqu'un? Adonis? Moi, je ne dirais pas, je ne partagerai pas le thème coach, je partagerai plutôt de personnes ressources qui vous permettra, dès que vous commencez, ou avant de commencer, lui, vous le voir pour qu'il puisse vous voir si vos idées, qu'est-ce que ça donne. Des personnes peut-être qui ont entrepris dans le même domaine que vous, ou qui ne sont pas dans le même domaine que vous. Et aussi, il y a un complexe qu'il faudra ne pas avoir. C'est pas parce que je suis instruit que je ne peux pas aller voir l'éleveur du village qui ne comprend pas forcément français. Il a une expérience peut-être dans le même domaine que moi, dans l'entrepreneuriat. Je prends toujours le cas de l'élevage qu'elle m'en a appris. Si je rencontre certains problèmes comme ça, je n'ai pas forcément besoin. Je peux aller voir le vétérinaire et autres, mais le voisin ou bien le villageois dans lequel
je vais dans un village, je vois un éleveur, il peut bien m'aider à apporter des solutions à cette préoccupation. Du même point que on n'a pas forcément besoin d'être dans une difficulté, on n'a pas forcément besoin d'être dans une situation avant de prendre conseil ou avant de voir une personne ressource pour nous aiguiller, pour nous dire, bon, tu es en train de partir sur telle voie, même pour voir si ce qu'on avait tracé comme plan de travail, est-ce qu'on est en train de le suivre? Est-ce que ça va arriver à tel niveau? Comment est-ce que moi se faire? Même le contrôle et autres, toutes ces personnes peuvent ne pas être, je ne dirais pas, je refuse toujours le thème coach, mais personne ressource, personne Le coach, il se fait payer coach, pour ça. Pas forcément. Coach, vous savez, un coach, c'est qui? Un coach, c'est qui? Quelqu'un qui En fait, le t'aide, thème coach qui a te été un peu donne ces des derniers conseils. jours. Oui, c'est vrai pour ça. que le thème coach aujourd'hui a été galvaudé, ça a pris une propension un tout petit peu mercantiliste où pour peu qu'on ait lu 2-3 bouquins de développement personnel, on s'improvise coach. Non, je ne parle pas de ceux-là. Là où vous êtes, vous pouvez être coach. Le coach, c'est qui? C'est quelqu'un qui vous amène à découvrir vos capacités. C'est quelqu'un qui vous amène à vous surpasser. C'est quelqu'un qui est capable de vous parler pour vous motiver. C'est quelqu'un qui peut vous pousser à faire des choses dont vous-même, vous imaginez pas être capable. C'est ça un coach. Et pour moi, on n'a pas besoin d'avoir le doctorat avant d'être un coach. Comme le dit quelqu'un, dans ta vie, tu as été orphelin de père et de mère depuis l'âge de 5 ans. Tu as traversé toutes sortes de difficultés. Et aujourd'hui, où tu es en train de traverser des difficultés, tu as besoin de quel coach? Ta vie te sert déjà de leçon pour que tu puisses déjà être ton propre coach et motiver les autres. Donc, quelque part, le coach n'est pas forcément celui qui a de grands diplômes, celui qui a lu Paulo Coelho, celui qui a lu des grands livres de développement personnel et qui vient ce n'est pas ça forcément un coach. Oui, il peut être un coach parce qu'il a appris, mais le coach, c'est déjà quelqu'un qui vous amène. Dès que Adonis, à un moment donné, vous parle et ses paroles vous traversent et il vous amène à vous surpasser, Adonis, dès cet instant, devient votre coach. En tout cas, c'est moi ma perception de la chose. Peut-être que les spécialistes ont toute une autre conception. Maintenant, si vous avez des difficultés, évidemment, si c'est votre conjoint qui arrive à vous parler pour pouvoir vous surpasser, pour pouvoir vous sortir de cette difficulté, eh bien votre conjoint, il est votre coach. Si c'est votre père, si c'est votre mère, si c'est votre soeur, c'est que cette personne, elle est votre coach. Donc, pour moi, tous autant que nous sommes, il y a cette personne, lorsque nous traversons des moments difficiles, cette personne-là qui arrive toujours à nous redonner le moral, à nous redonner de l'entrain, à nous redonner le sourire et justement à nous faire croire ou à nous amener à croire, évidemment, que cette période que nous traversons n'est qu'éphémère et que demain sera meilleur. Et cette personne, je crois qu'elle est notre coach. À un moment donné, il va falloir aller voir cette personne pour nous ressourcer. Je pense quand même que les conseils sont disponibles un peu partout. C'est à nous de pouvoir faire le tri, pouvoir savoir ce qui est bien pour nous ou pas. Absolument. Il faut toujours tirer le bon grain de livret. Ce n'est pas parce qu'on cherche des conseils qu'on ira voir le premier venu ou écouter le premier venu. Il faut toujours prendre le conseil auprès du maximum de personnes pour pouvoir essayer de voir les convergences d'idées. Parce qu'une seule personne, évidemment, ne détient pas la science infuse, ne détient pas le savoir absolu. Et lorsque vous prenez conseil auprès de plusieurs personnes et que vous voyez qu'il y a une certaine idée qui se dégage et que cette idée-là converge dans les propos des uns et des autres, lorsque vous faites la comparaison, qu'il y a cette idée maîtresse-là qui revient à chaque fois, vous devriez comprendre que, évidemment, c'est peut-être le choix à faire. Alors Raymond, on reste avec toi. Absolument. On parle pêle-mêle, on parle info, on parle mode. Oui, on parle mode, on parle beauté, on parle tout ce que vous voulez. On y va dans pêle-mêle. Rebecca, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Eman, bonjour Adonis et bonjour aux téléspectateurs. Bonjour, Qui Rebecca. remarque avec moi qu'elle est assortie au plateau du rendez-vous de midi. Assortie au décor, assortie à l'amour, elle est amoureuse. La. Alors, Hermond, tu nous parles aujourd'hui du tissage de cheveux, surtout de ces hommes qui commencent à l'adopter. On parlait tout à l'heure avec l'invité de Ariane justement. Évidemment, cette dame qui fait dans le traitement de cheveux, le traitement de la peau et tout le reste, c'est Adonis qui disait que c'était l'apanage entre des femmes. évidemment des dames. Alors Adonis, que dirais-tu d'un tissage
cette technique, sorte de perruque attachée au cuir chevelu, est généralement utilisée par les femmes. Mais remarque avec moi que les hommes commencent par s'y mettre aussi. On lui fait quelle coupe? Lui, Mireille Mathieu comme moi, malheureusement ou heureusement, il n'est pas encore chauve comme Arnaud. Donc, alors, oui. bref, Arnaud, il n'est pas chauve, il a des cheveux. En tout cas, c'est plus cette technique est en train d'être expérimentée par les hommes atteints de calvitie ou d'alopécie, si vous voulez. Et justement, pour pouvoir cacher leur calvitie, ils font recours au tissage de cheveux. Regardez. Ces deux hommes sont inquiets. Ils commencent à perdre leurs cheveux. Ils sont donc venus dans ce petit salon du sud de Londres pour essayer une technique qui fait fureur aux États-Unis. Appelée tissage masculin, cette technique consiste à fixer des cheveux naturels sur la tête à l'aide d'adhésifs qu'un coiffeur spécialement formé à cette technique entremêle et fixe. Stéphane Pierre est influenceur et mannequin. Au Royaume-Uni, il est considéré comme l'homme le plus branché de l'application de rencontre Tinder. J'arrive pas à y croire. J'ai l'air d'être un autre homme. Si vous rencontrez quelqu'un sur Tinder, allez-vous lui dire que vous avez fait ça? Pas du tout. Je vais juste lui dire que mes cheveux ont poussé. Ok, c'est réglé. À qui avez-vous envie de montrer le résultat en premier? Ma compagne, c'est clair. Ce salon pense avoir trouvé un marché de niche avec les hommes noirs qui sont à la page, mais ne veulent pas dépenser des sommes colossales pour des greffes de cheveux qui en plus sont compliquées sur des cheveux afro. Mais ils veulent bien payer un abonnement mensuel pour que leur nouvelle coiffure reste impeccable. Dans la culture noire, ce qui compte vraiment pour nous, c'est l'apparence. La perte des cheveux est donc considérée comme un stigmate. Mais certains estiment que cette nouvelle tendance est plutôt ironique puisque les hommes ont beaucoup stigmatisé les femmes qui portent des perruques. Il y a tant de mèmes et tant de vidéos qui se moquent des femmes portant des tissages. Du genre, emmenez-les nager à leur premier rendez-vous et vous verrez à quoi elles ressemblent vraiment. Et maintenant, c'est tellement ironique parce que ce sont les hommes qui font ces blagues qui maintenant portent des perruques, tout comme nous. Je pense que beaucoup de femmes diront « non, ce n'est pas trop top ». Les hommes que j'ai rencontrés étaient satisfaits de leur nouveau look. Mais ce qui est sûr, c'est que les femmes aussi auront leur mot à dire sur cette nouvelle tendance qui pourrait durer ou pas. Ah oui, c'est intéressant, n'est-ce pas? Le résultat, il est nickel. Magnifique. Rebecca? C'est ironique, comme le disait la dame tout à l'heure, parce qu'on sait que c'est les hommes qui traitent les femmes souvent d'être artificielles, superficielles et tout. On met tout, perruque, faux ongles, et quoi encore, faux cils, faux fesses, tout ça. Maintenant, on vous voit, on vous découvre. Vous aussi, vous mettez des artifices. Non, c'est bien. C'est pour une raison. Pour quelle raison? Pourquoi vous ne pouvez pas vous aimer tel que vous êtes? D'accord, laissez les fossiles et autres. C'est un choix d'une catégorie d'hommes qui n'acceptent pas le calvitie. Peut-être que Herman moi, non, je peux même tirer, si vous voulez. Il y en a qui recherchent des sourcils. Ça existe pour les sourcils aussi. Ah, j'en sais rien, moi. J'en sais rien. Déjà qu'ils se maquillent. Pour venir au plateau. Écoute, ça commence toujours quelque part. Un jour, tu vas te maquiller pour sortir. Adonis, tu ne veux pas des favoris par hasard? Non. Je préfère mes nappies. C'est vrai que c'est un désert de favoris, vraiment. Pas besoin. Non, mais en tout cas, pour moi, je trouve que, voilà, pour ceux-là qui sont victimes d'alopécie, parce que c'est malheureusement un mal, on va dire, génétique, ça se transmet par les gènes. Si vous avez un père qui souffre d'alopécie, enfin, ou de calvitie, si vous voulez, il y a vraiment de fortes chances que vous puissiez en souffrir également. Moi, malheureusement, ou heureusement pour moi, voilà, mon père n'en a pas souffert, donc il y a peu de chances que j'en souffre aussi. Et donc, voilà, si vous, parce que c'est moralement difficile à supporter pour certains de ne pas avoir de cheveux. Et tout le monde n'aime pas faire la boule à zéro. Donc, à défaut de ne pas faire la boule à zéro et de cacher votre calvitie, il y a cette technique. Il y a cette technique, c'est vrai que je ne sais pas si au Bénin, en Afrique et surtout au Bénin, cette technique est déjà exploitée, mais bon, on se rend compte que c'est aux États-Unis. Et donc, quand on sait qu'avec la mondialisation, très rapidement, les choses voyagent et viennent voilà, sous les tropiques ici, je ne serais pas étonné de voir dans un salon de coiffure. Et justement, ça peut être un business qui va prospérer, sait-on jamais. Donc, mais est-ce que c'est résistant en fait? Allô? Oui, ça fait le temps que ça fait. Et puis, bon, voilà, c'est
c'est comme les cheveux des dames, hein, ça fait le temps que ça fait, et puis à un moment donné, ça commence par libérer... libérer quoi? Libérer quand même, on va dire, une masse calorifique assez désagréable. Donc voilà, ça fait le temps que ça fait. Il ira se coiffer, remettre à nouveau d'autres cheveux artificiels ou naturels, tout ce que vous voulez. Mais bon, l'important est que sa calvitie ou son alopécie ne soit pas mise à découvert et qu'il soit comme monsieur normal, monsieur tout le monde, monsieur Herman qui a des cheveux. Monsieur Adonis aussi qui a des cheveux, monsieur Emmanuel qui en a un tout petit peu moins. Alors, Omar Sy retourne dans son pays d'origine, le Sénégal. Il fait un tour dans son pays d'origine, le Sénégal. Qui ne connaît pas Omar Sy? Moi, je ne connais pas. Connais pas Omar Sy? Adonis. Ouais. Omar Sy doit le connaître. Rebecca, non. Omar Sy, c'est l'une des personnalités, oui, je pèse bien mes mots, l'une des personnalités les plus aimées de France. Parce qu'il est un grand comédien qui a connu le succès, il a galéré dans les rues de Paris, il a vraiment galéré. Et juste après, est surtout un intouchable. Et il est surtout un intouchable. Et donc, il est devenu, on va dire, l'une des personnalités préférées des Français. Je crois en 2019, il a été classé première personnalité préférée des Français, malgré le fait que c'est un noir. Eh bien, la vedette de la série Lupin sur Netflix, classée évidemment numéro 1 dans une dizaine de pays, raconte sa visite de 48 heures au Sénégal, son pays natal, le pays de son père, où il a été reçu par le président Macky Sall à Dakar. Parler justement des projets de route, le desservissement de certains pays, notamment pour aller au Fouta, là où se trouve ma famille. J'ai noté un certain progrès, et aussi sur la pollution. Je suis venu l'année dernière, au niveau des plastiques, etc. C'est vraiment notable à l'œil nu de voir que le pays est dans une forme d'évolution. C'est ce que j'ai pu constater depuis mes 48 heures, hein, c'est tout frais encore. Ben oui, je suis curieux déjà de faire un constat, de rencontrer aussi la jeunesse par rapport à mon secteur qui est l'audiovisuel. Donc j'ai pas mal de jeunes que je vais rencontrer bientôt. Et voilà, et de voir comment je peux être une aide pour ces jeunes-là. Ouais, c'est une jeunesse qui a très envie, qui est déjà très informée, formée, inspirée. Et en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose. Même je me demande si c'est pas moi qui vais apprendre du coup. Oui, c'est toujours bien quand on voit ces vedettes-là revenir dans leur pays d'origine. Omar Sy, quand on sait qu'il est né évidemment au Sénégal, il est le fruit de l'immigration. Il a immigré vers Paris, donc il est resté, il a galéré, il a beaucoup galéré. Lorsque vous suivez son documentaire, voilà, à l'école, c'était pas forcément ça. C'était pas vraiment un élève brillant, on va le dire. Donc, il était plus enclin vers la comédie, et justement, c'est ce qui est devenu finalement son fer de lance. Il s'est fait 1 an en France, et surtout, il a sorti une phrase: être noir et être la première personnalité préférée des Français, c'est vraiment la l'antinomie. Lorsque vous atteignez ce niveau, vous vous rendez compte que vous êtes quelqu'un, vous êtes quelque chose. Et c'est bien qu'il revienne au pays pour des projets de développement, pour des projets pouvant permettre aux jeunes également de s'épanouir. Ça me fait penser quand même à quelqu'un comme notre compatriote Dimon Ouchou, qui est l'un des acteurs reconnus à Hollywood, donc qui revient également au pays pour inspirer, parce que d'une façon ou d'une autre, ce sont des personnages inspirants, ce sont des personnages qui font de l'effet sur la jeunesse. Alors, focus à présent sur la première Fashion Week arabe pour hommes. C'est à Dubaï. Oui, la première Fashion Week arabe pour hommes a lieu donc à Dubaï, un événement inédit et exclusivement virtuel. Pandémie de Covid-19 oblige, avec des clips vidéo ou des défilés traditionnels sans public diffusés en live sur Internet. La semaine de la mode arabe pour hommes présente une quinzaine de créateurs venant des Émirats arabes unis, du Liban, d'Iran, du Royaume-Uni et de France. L'événement de 3 jours est donc diffusé sur YouTube et a démarré avec une collection d'une marque émirati devenue internationale. Il s'agit bien sûr de Amato. Comme dans un clip vidéo, une publicité tournée dans le désert des hommes s'affiche vêtu de blanc, de t-shirt en dentelle à des costumes plus traditionnels du Golfe. S'il s'agit de la première édition pour hommes, la Fashion Week arabe de Dubaï a été lancée en 2015 avec l'ambition d'imposer le nom de l'Émirat dans l'industrie aux côtés des capitales de la mode reconnues comme Paris, Milan, Londres et New York. Mylène, si j'ai choisi donc de parler de cette Fashion Week à Dubaï, c'est montrer évidemment
Ce que font aujourd'hui les Émiratis, les gens de Golfe, pour pouvoir impacter voilà, le reste du monde. On les voit aujourd'hui injecter leur argent dans le foot, dans le sport en général. Et aujourd'hui, ils sont en train d'investir la mode. Et surtout, vous voyez aujourd'hui que sous nos cieux, des jeunes ont commencé par adopter cette tenue vestimentaire propre aux Émiratis. Vous les voyez avec... voilà, le boubou. Des cache-colles aussi. Oui, le kéfier, ce qu'on appelle donc le kéfier émirati, qui est évidemment un couvre-chef donc des habitants des classes sociales et de tous âges confondus. Vous avez aussi la gale, donc qui est aussi connu sous le nom de ikal, qui est cet accessoire masculin qui permet de maintenir le kéfier, donc le truc circulaire qu'ils mettent sur la tête pour maintenir le kéfier. C'est vrai qu'il y en a qui veulent le conserver ainsi, ou il y en a qui ne veulent pas. Donc, bref, c'est que cette tendance vestimentaire, vous voyez aujourd'hui sous nos cieux, même au Bénin, des jeunes qui s'habillent comme des Émiratis. C'est dire que voilà, on a intérêt à valoriser ce que nous avons. Sinon, comment comprendre que des gens préfèrent un boubou à un pantalon? Voilà, franchement, ça fait un peu bizarre lorsque des gens préfèrent un boubou à un pantalon. Et puis voilà, ça fait aujourd'hui la mode. On sent que c'est chic, on sent que c'est glamour. Parce que justement, les Émiratis ont commencé par faire ce qu'on appelle une diplomatie vestimentaire offensive, aller à la conquête des autres en faisant ce genre d'initiative de Fashion Week qui leur permet de vendre leur identité vestimentaire. On devrait commencer par en faire autant. Il y a la Fashion Week Bénin aussi qui va démarrer, qui aura lieu bientôt, très prochainement. C'est le week-end prochain. C'est le week-end prochain. Et Herman, merci. Tout le plaisir. Et j'espère vraiment pour toi que le jeudi prochain, on parlera purement femmes, parce qu'aujourd'hui, on a parlé que des hommes. On espère, on espère. Alors, Rebecca, on parle de quoi aujourd'hui dans IT? Des données à caractère personnel. Comment protéger les données à caractère personnel? Exactement. Tu as un invité? Oui, j'ai un invité. On le reçoit dans e-tech. Rebecca? Oui, Mylène, tu en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, on parle des données à caractère personnel. Vous savez, quand nous naviguons sur la toile, nous laissons des milliers de données sur la toile. Donc, comment est-ce que ces données sont conservées? D'abord, même, qu'est-ce qu'on appelle données à caractère personnel? Ensuite, comment est-ce que ces données sont conservées? Nous allons en parler aujourd'hui avec l'autorité de protection des données à caractère personnel. Nous allons en parler avec le secrétaire général de l'autorité. Bonjour. Bonjour. Monsieur Juste Ambroise Dimon Zissou, c'est bien cela. Oui. Comment vous allez? Ça va. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, c'est comme je le disais tout à l'heure, quand on parle de données à caractère personnel, c'est quoi? À quel moment peut-on parler de données à caractère personnel? Les données à caractère personnel, on peut en parler depuis que vous êtes à l'état fœtal. Puisque déjà à ce niveau, les parents s'amusent à donner un nom à un enfant, un prénom à un enfant, et puis on peut même prélever des substances là-dessus, aller tester, vérifier son ADN. Donc depuis l'état fœtal, on peut déjà parler de données à caractère personnel. Mais la réalité, comment la loi définit les données à caractère personnel? En fait, c'est toute information sur un individu permettant de l'identifier. Il y a des informations alphanumériques, nom, prénom, date et lieu de naissance, qui sont des informations simples. Mais il y a d'autres informations indirectes qui peuvent permettre de vous identifier. Là, votre numéro de téléphone, par exemple, le numéro de votre véhicule, par exemple, on vous identifie de façon indirecte. Votre maison, par exemple. Et puis, dans ce lot, il y a des données qui sont vraiment spécifiques, qu'on ne peut pas, que la loi autorise de traiter, mais sous des conditions. On les appelle les données à caractère les données sensibles. Il peut s'agir de votre appartenance religieuse, votre opinion politique, votre religion, voilà, et vos données de santé. Ce sont des données très sensibles qu'on peut traiter à condition d'avoir les autorisations requises. Voilà ce qu'on appelle des données à caractère personnel. Aujourd'hui, on va au-delà, même votre facture
c'est une donnée sur vos informations, ça porte vos informations. D'accord. Alors, quand on en vient à la toile, à quel moment on laisse ces données personnelles sur la toile? Est-ce que c'est quand on télécharge des applications ou des réseaux sociaux? C'est à ce moment qu'on laisse ces données sur la toile? Vous les laissez à chaque fois que vous y accédez. Déjà au commencement, quand vous paramétrez votre téléphone, vous donnez un certain nombre d'informations. Donc ce sont ces informations, ça commence par là. Ensuite, quand vous devez télécharger une application, eh bien, vous êtes obligé de donner un certain nombre d'informations. Hein, et puis, on vous installe un certain nombre d'applications qu'on appelle aujourd'hui des cookies, par exemple, qui vous pistent, qui voient à peu près votre comportement, et quels sont les sites que vous fréquentez, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à tout moment, quand nous y accédons, on laisse forcément une trace. Les gens pensent que tout est gratuit sur Internet, telle application, rien n'est gratuit. Si c'est gratuit, ce sont vos données qui compensent la perte que le développeur de l'application a fait. Donc, il faut en fait se méfier de toutes ces applications-là où c'est écrit gratuit. Non, en fait, nous, on a toujours cru que la gratuité n'est pas si gratuite que ça du moment où on utilise des forfaits. Bon, non. Les forfaits, c'est à l'opérateur que vous payez ça. L'opérateur GSM. L'opérateur GSM, l'opérateur qui vous donne accès au service. Mais le concepteur du logiciel, il a une plateforme quelque part, un site quelque part. Et quand vous allez sur ce site-là, il faut bien qu'il paye la location, qu'il paye un certain nombre, qu'il fasse face à certaines charges. Et donc, en fréquentant ces sites-là, il collecte un certain nombre d'informations sur vous. Et ce sont ces informations-là, bien entendu, qui sont vendues à des tiers, à des pharmacies, à des industriels, à des marketeurs, ainsi de suite. Et eux, ils en font ce qu'ils veulent. Voilà. Les cookies, en réalité, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est de petits logiciels qu'on installe sur votre appareil juste pour voir vos fréquentations, pour pouvoir vous retracer, pour dire que bon, cette dame, ce monsieur fréquente telle boutique régulièrement, et pouvoir resservir ces informations collectées à quelqu'un qui vend les chaussures, quelqu'un qui vend des robes, quelqu'un qui vend des costumes. Et vous êtes là, vous avez tout un lot de publicité. Et donc, ce sont ces petits logiciels-là que vous téléchargez qui permettent... De la publicité ciblée. Oui, de la publicité Parce que là, actuellement, c'est de plus en plus fréquent. Quand tu vas sur un site, il faut d'abord que tu accèdes pour pouvoir accéder à ce site. Sinon, tu n'arrives pas à travailler. Bon, d'une façon générale, il faut beaucoup faire attention. C'est justement là qu'il faut faire attention. Il ne faut pas télécharger n'importe quoi. Puisque déjà, même sur les sites, lorsque vous y allez, on vous donne un protocole que vous devez suivre. On dit, ce site-là, collecte, installe des cookies sur votre appareil. Voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et donc, malheureusement, on n'a pas le temps d'aller lire. Vous acceptez, et puis si vous acceptez, il s'installe sur votre portable pendant, ça peut être une journée, 2 jours, 60, 90 jours. Ça dépend du concept de cette application. D'accord. Alors, lorsque nos données personnelles sont utilisées à des fins commerciales par ces opérateurs des différents réseaux sociaux, comment est-ce que nous, on se rend compte en fait que nos données sont exploitées par d'autres structures? À quel moment on s'en rend compte? Mais lorsque vous commencez par recevoir des publicités, par exemple, si vous aimez des chaussures, certainement on vous a identifié comme étant quelqu'un qui aime bien ce type de produit. On commence par vous envoyer des photos de chaussures. Vous aimez aller manger dans un restaurant, on commence par vous proposer des choses parce que, entre-temps, on a collecté des informations sur vous et on connaît votre penchant et on satisfait ce penchant. Alors, dans ce cas, oui, Edmond, tu veux poser une question? Oui, je voulais savoir, certainement que tu devrais y venir, comment sécuriser alors les données? Est-ce que c'est possible de sécuriser ces données personnelles sur les réseaux sociaux ou c'est juste limiter les données qu'on met à la disposition sur la toile, sur la toile? Bon, déjà, il faut avoir un comportement décent sur la toile. Si je dois retourner dans la tradition,
Vous voyez, quand on était enfant, on vous dit ne faites pas ci, ne vous habillez pas comme ça, faites ceci. Pourquoi tu es nu? Allez, va t'habiller, ainsi de suite. Alors, ces éducations qu'on a reçues là ont leur valeur aujourd'hui. Ça veut dire que vous allez sur Internet, il y a des limites à toute chose. Et puis, il y a des limites lorsque vous allez boire, vous faites n'importe quoi, vous sauvegardez sur le portable. Vous sauvegardez sur le portable. Toute votre vie est dans ce portable-là. Si vous vous protégez contre votre épouse, votre époux, vos enfants, mais vous ne vous protégez pas par rapport au monde entier. Parce que vous laissez tellement de vulnérabilité qu'on peut passer par là et vous atteindre. Rien que les cookies, d'abord quand vous chargez vos informations, on vous dit, une nouvelle application vous dit, vous allez nous permettre d'avoir accès à votre confidence, à votre galerie. Et dans les galeries, Dieu seul sait tout ce qu'on y met. Nous allons avoir accès à votre compte. Dieu seul sait tous les numéros qu'on y met. Et si demain, ces informations-là se retrouvent dans la rue, imaginez, si vous êtes une femme au foyer, quelle catastrophe ça peut amener. Vous êtes un homme marié, quelle catastrophe ça peut amener. Donc, il y a d'abord un comportement décent que nous-mêmes, nous devons avoir. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas mettre sur le portable parce qu'on sait que du jour au lendemain, ça peut se perdre. Ça peut se retrouver dans une main étrangère. Donc, il faut beaucoup faire attention. Donc, commencer par une hygiène de vie, une hygiène numérique à ce niveau-là déjà. On ne peut pas tout sauvegarder. Gardez le maximum dans votre tête. Votre cerveau est fait pour ça. Bon, alors, mais on préfère tout mettre et Dieu seul. On retourne au téléphone. Non, on ne peut pas arrêter la technologie. On retourne au téléphone Go ou Andriff, comme on les appelle. Bon, si vous voulez, c'est un choix. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire d'eau à la technologie. Bon, on avance avec. Ici, on avance avec. Mais il faut tout simplement avoir une hygiène numérique que vous devez observer sur le net. À qui se plaindre quand nos données à caractère personnel sont exploitées à d'autres fins? Mais à l'APDP, à l'autorité de protection des données personnelles, elle est là pour ça. Nous avons même un accord dans ce cadre avec Facebook, même si on distrait certaines photos posées sur le net, on a la capacité et la possibilité de contacter Facebook pour lui dire ça, sortez ces photos-là du réseau. Le droit à l'oubli. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'autorité de protection des données à caractère personnel. On va certainement vous inviter encore à nouveau pour parler cette fois-ci de la confidentialité au niveau des réseaux sociaux. Merci beaucoup. On est à votre disposition. Merci. Merci à vous. Merci à toi, Rebecca. Tout le plaisir. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous pour l'attention. On se retrouve demain. Ciao, ciao.